Cette semaine, dans Un œil sur les people et à l'Apollo Théâtre, nous sommes en compagnie de l'humoriste et auteur Arnaud Demanche. Bonjour. Derrière ce doux visage, un brin naïf et faussement bien pensant, se cache la plume acerbe et aiguisée de l'un des trois co-auteurs des imitations de Nicolas Canteloup. Mais si ton visage nous est familier, Arnaud, c'est parce que tu as aussi animé pendant plusieurs années la grande cérémonie des Gérards, dont tu es un des fondateurs. Et aujourd'hui, tu nous parles de toi dans ton spectacle Blanc et hétéro, dont voici tout de suite un petit extrait. Ma chemise, c'est blanc. Mais ma tronche... Moi, j'ai demandé à Valérie Damido ce que c'était exactement, cette couleur-là. Alors, elle a posé son machin à maroufler, elle a pris un nuancier à peinture, verdict docteur, je suis beige terreux numéro 4. Mais c'est nul, enfin, je veux dire, c'est la couleur des salsifis, c'est celle des navets. Personne se commande une belle Ferrari beige terreux numéro 4 métallisée, vous voyez ? Blanc et hétéro, c'est le titre du spectacle d'Arnaud Demanche qui se joue ici à l'Apollo Théâtre tous les mardis et mercredis. Et c'est vrai qu'être blanc et hétéro quand on est versaillais humoriste, ça peut être un peu compliqué, non ? C'est pas tant versaillais humoriste, c'est que en ce moment, il y a une remise en question de ce statut. C'est devenu une catégorie sociale. L'homme blanc hétérosexuel, il y en a qui rajoutent 6 genres, etc. La façon la plus emblématique, ça a été quand Emmanuel Macron a reçu le rapport Borloo sur les banlieues et qu'il l'a mis à la poubelle en disant « il y en a marre des rapports faits par des hommes blancs hétérosexuels ». Delphine Ernotte qui a dégagé des animateurs de France 2 en disant « c'est la fin de l'homme blanc », etc. Il y a un appel, du coup. Oui, il y a un appel à la diversité, alors qui est tout à fait légitime. Mais moi, évidemment, en tant qu'homme blanc, ça m'interroge. J'allais dire, c'est mon club qui est remis en question. C'est ma position, c'est ce que je suis. Et donc, du coup, c'est un sujet intéressant à traiter. Quel public vient te voir ? Est-ce que c'est le public qui te suit derrière Canteloup, à la radio, dans tes chroniques ou c'est un autre public ? Non, ce public-là, il vient pas trop. Alors, c'est marrant, le titre blanc hétéro, c'est au début de l'exploitation du spectacle, j'avais que des noirs et des homos. Ah ouais. Bah oui, forcément, ils venaient voir le contraste. Ah bah c'est intéressant donc, donc tous les tests, c'est aussi pour ça que ça m'a détendu de tester des vannes. C'est parce que si eux ils venaient et qu'ils repartaient en rigolant, c'est que franchement, ça allait pas tuer. Ouais. Mais maintenant, oui, ça se diversifie de plus en plus. J'ai de plus en plus de femmes. C'est un spectacle qui plaît aux femmes. Ouais. C'est peut-être le côté hétérosexuel. Ou c'est la trame de fond, l'histoire amoureuse. Ouais, peut-être que le fait que ce soit une histoire romantique, ça plaît aussi. Je pense aussi que ça vient d'une raison toute bête, c'est les femmes qui payent les places. Et il paraît que c'est souvent elles qui réservent. C'est ce qu'on dit, qui font les réservations. Alors quelque part, tu n'étais pas tout à fait dans la norme, puisque tu te définis d'ailleurs toi-même comme un dandy versaillais un peu punk. Et finalement, dans ton milieu à toi, tu étais un petit peu le rebelle. Ah oui, à Versailles, c'est pas des carrières qu'on fait, artiste et encore moins humoriste. Moi, je me souviens de ma fiche d'orientation de 3e où tous y mettent polytechnicien, médecin, diplomate ou je sais pas quoi. Et moi, je mets comique. Ma mère est convoquée quand même à ce moment-là. Donc, non, en soi, c'était déjà une vanne, quoi. Ouais, c'est pas une vanne qui leur a beaucoup plu. Mais c'est pareil. Après, j'ai fait des études d'art et quand j'ai annoncé ça, pareil, ma mère a eu un rendez-vous avec ma prof principale, qui l'a prise dans ses bras en disant « ma pauvre dame, je compatis ». Donc vraiment, il y a une charge défavorable envers les artistes à Versailles. Donc, oui, comme moi, je voulais absolument faire ça, ça me donnait un côté punk. Donc, je ne suis pas fier d'être blanc, voilà. Je suis content d'être blanc. Ça, j'ai remarqué que c'était plus pratique dans l'existence. Il y a des boulots qui me sont plus accessibles. La politique, par exemple. Il n'y a pas beaucoup de noirs en politique. Vous regardez Public Sénat. Bon. Tous les jours, voilà, vous avez dû voir. Bon, très peu de noirs. Ça s'arrange, ceci dit. Vous avez peut-être vu, là, tout récemment, c'est quand même un noir qui a été élu président du Sénégal. Vous voyez ? Donc ça va de mieux en mieux, ça progresse. En fil rouge, il y a ton histoire d'amour avec ta copine militante d'extrême gauche qui t'amène justement à t'interroger sur cette condition d'homme blanc et hétéro. Il y a ça aussi. Voilà, alors c'est quelqu'un qui existe vraiment. Je ne raconte pas du flan pendant le spectacle, mais effectivement, cette personne m'a un jour balancé que je pouvais très bien être un mec zen. De toute façon, je n'avais pas de problème puisque j'étais un homme blanc hétérosexuel. Donc déjà, de base, je partais avec des avantages. Et il y a des tas de moments où je ne me sens pas du tout privilégié et il y a des tas de moments où je suis bien obligé de reconnaître que c'est beaucoup plus pratique d'être né comme ça. Et est-ce que c'est le cas justement quand on est humoriste ? Quand on est humoriste, non, je pense pas. Je pense qu'au contraire, plus on a quelque chose qui vous démarque, et mieux c'est.
Je pense que c'est beaucoup plus simple quand on a un vrai background et qu'on n'est pas sorti de la masse, ce qui est quand même mon cas. Hein. Encore une fois, je fais partie du clan archi-majoritaire. Et donc, quand elle m'a balancé ça, je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi elle me le dit? Est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'elle a tort? Sur quel sujet? Et de tout ça, ça a fait un spectacle avec plein de vannes marrantes. Alors, les sujets sont quand même variés. Donc, ça t'amène notamment à parler du véganisme. Oui, parce qu'elle l'est. Donc, forcément... Est-ce que tu as testé? J'ai testé. Alors, on veut tous le faire. Les véganes ont raison. Hein. On sait qu'il faut consommer moins de protéines animales, puisque ça pollue énormément. Et en plus, ça coûte plus cher. Mais c'est pas bon. Oui. Voilà, ça c'est l'autre volet du problème. C'est qu'en tout cas, tout ce qu'on trouve en grande surface, c'est vraiment pas bon. Et ça manque un peu de goût. Et bon, voilà. Donc j'ai essayé et voilà, je raconte ce genre d'expérience justement pour tirer les avantages et les inconvénients du truc. Je viens de recevoir un texto de ma copine. Elle a marqué « On se voit ce soir après ton spectacle. Baise-moi comme Emmanuel Macron a baisé les électeurs de gauche. » C'est chouette, hein? Alors la formule peut vous surprendre, mais ma copine est une militante d'extrême gauche et eux écrivent des trucs comme ça. Hein, ce qui ne viendrait à l'idée de personne. Enfin, je veux dire, personne ne met « Oh oui, ce soir, frappe-moi. Oh oui, frappe-moi comme Alexandre Benalla !» Tu t'es fait connaître grâce à la politique, puisqu'en 2004, tu as réussi à berner tous les journalistes en te faisant passer pour Jacques Chirac. Raconte-nous cette anecdote folle. En fait, j'étais en stage en publicité, je voulais être embauché dans la boîte. Et je me suis dit, je vais faire parler de moi, tiens, Internet existe. Donc j'ai ouvert un site, jacqueschirac.com, .org, .fr, j'ai racheté les noms de domaine et j'ai fait un faux blog de l'Élysée. J'ai fait « Bonjour, je suis Jacques Chirac », blablabla. Et les journalistes ont cru que c'était vrai, parce que l'Élysée n'a pas démenti et que les noms de domaine, c'était les bons. Donc pendant une semaine, je me suis fait passer pour le président. Et puis au bout d'un moment, ils ont quand même vu que c'était pas la présidence. Oui, parce que ils m'ont retrouvé. Voilà, ce que tu racontais, c'était le petit quotidien de Jacques et Bernadette. Raconte-nous un peu quelques anecdotes. Oui, par exemple, j'ai fait de Jacques Chirac un type qui était un grand amateur de kiwis, je me souviens de ça. Il adorait les kiwis, il en bouffait tout le temps. Et après, j'ai fait un truc sur... il avait un déjeuner avec Poutine cette semaine-là, parce que l'agenda de l'Élysée était en ligne, donc on pouvait le regarder. Et j'ai décrit comment Poutine mangeait. Et en fait, il mange comme il dissèque un opposant politique, quoi. C'est comme il boufferait d'ailleurs un opposant politique. Et je racontais tout ça avec un ton qui était léger, qui correspondait bien au Jacques Chirac qu'on avait en tête, un peu celui des Guignols, mais en plus sérieux. Et en fait, du coup, ça a marché, les gens y ont cru. Et donc, j'ai été invité sur tous les plateaux après pour témoigner. Et puis, comme je voulais toujours être embauché dans ma boîte de pub, et que le premier coup, ça les a fait marrer, mais sans plus... Après, je me suis auto-envoyé une fausse lettre de l'Élysée, qui était un faux sur Photoshop, oui, je me souviens de ça, disant il faut arrêter sous peine de ça va barder. Et les journalistes y ont recru. Oui, d'accord. Parce que je ne l'ai pas contextualisé du tout. Incroyable. Donc j'ai refait la tournée des popotes, mais cette fois pour dire que l'Élysée m'avait censuré, etc. Et une brillante carrière de fouteur de merde a commencé, puisque tout de suite après, on a embrayé avec mes copains pour faire les Gérard, et que là, c'est pareil, on s'est fait quelques ennemis un peu partout. Et c'est ce qui t'a permis effectivement de te faire remarquer par Canal+, qui après t'a embauché, donc d'abord avec Carl Zéro. Ensuite, effectivement, ça a été la grande aventure des Gérard de la télévision. D'abord du cinéma, ensuite la télévision et la politique. On a commencé par cinéma. Et là, justement, tu n'as pas dû te faire que des copains, parce que cette grande cérémonie, s'agissait de récompenser le pire du cinéma, le pire de la télévision, le pire de la politique. Mais est-ce qu'il y en a qui se sont vengés au cours des années qui ont suivi, tiens? Non, venger, non. On a eu quelques ennuis, mais rien de méchant. Mais si on a changé le nom des gens au générique, on a mis Gérard pour tout. On a mis Gérard pour tous les prénoms et tous les noms de famille, je crois. Tout le monde s'appelait Gérard ou Sophie Gérard ou André Gérard. Parce qu'on avait, il y avait une émission de télé dont l'animateur l'avait très 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 mal pris. Et donc du coup, il avait dit à 2-3 techniciens, vous venez plus travailler. On trouvait injuste que les techniciens payent, parce que les techniciens, ils n'avaient rien demandé. Donc on les a tous renommés Gérard pour qu'on sache plus qui travaillait pour les Gérard. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il avait vexé sur le moment ? C'était l'intitulé d'une catégorie. Il était nommé dans une catégorie.
C'était le Gérard de l'animateur à qui plus personne ne veut faire la bise parce qu'à force de lécher le cul de ses invités, il a une haleine de tout à l'égout. Voilà. C'était pas très fin. C'était pas très sympa non plus. Très sympa. Bon. Après, je sais qu'il s'est rabiboché avec les autres. Moi, je suis en bon terme avec Canal maintenant. Bon, voilà, tout va bien. Et puis, avec le recul, on se rend compte que tout ça n'était pas très grave. Et nous, on se rend compte qu'effectivement, on est allé un peu loin. Mais on était dans l'euphorie punk du truc. Et c'était marrant de démolir tout un secteur parce qu'on s'en foutait, on n'était pas dedans. C'était la bonne idée au bon moment. On a eu du bol sur ce truc-là. C'est arrivé en plus à un moment où il y avait un vrai besoin de casser un peu le formalisme des invitations télé où tout le monde invite tout le monde en disant « Ah, c'est génial, ah, c'est formidable. » Et le film fait 5000 entrées. Non, mais c'était vrai que l'idée était géniale. Tout simplement de partir du Gérard des désespoirs, le meilleur désespoir féminin. Désespoir féminin, désespoir masculin, l'animateur tête à claque. Puis il y avait plein de catégories marrantes. C'est ça, voilà. Gérard du comédien qui ferait mieux d'apprendre à jouer au jeu de se la jouer. Enfin, je sais plus comment on l'avait formulé. Il y avait des super formules, c'était bien écrit. Déjà, voilà. Là, on sentait déjà les auteurs derrière on est tous les trois entamé une carrière d'auteur après ça. Et Stéphane continue. Puis t'écris beaucoup avec Stéphane Rose, donc on retrouve sur Paris Première, et avec lequel tu as écrit déjà 5 ouvrages, je crois, c'est ça ? On a fait des petits bouquins avec Stéphane, des petits bouquins d'humour. Humoristiques. Ça a permis d'aiguiser cette fameuse plume avec ce ton que l'on retrouve sur scène, et dont voici quelques images. Et alors, je ne suis que hétérosexuel, c'est-à-dire je ne suis pas bisexuel ou homosexuel, c'est-à-dire je ne suis pas en couple avec un autre homme, comme Pierre Berger, Yves Saint-Laurent, ou Rimbaud et Verlaine, ou Booba et Caris. Je ne suis pas pansexuel non plus. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là, la pansexualité. Alors, un pansexuel, c'est quelqu'un qui peut tomber amoureux soit d'un homme, soit d'une femme, ou d'un homo, ou d'un hétéro, ou d'un trans, ou d'un queer, ou d'un non-binaire, ou d'un non-genré. Grosso modo, les pansexuels veulent niquer tout le monde. Arnaud Demanche est avec nous ici à l'Apollo Théâtre pour son spectacle Blanc et hétéro. Alors, dans ce spectacle, tu parles un petit peu de toi, mais il y a du vrai, il y a du faux. On va essayer d'en savoir plus avec le vrai-faux. Alors, vrai ou faux, tu as commencé ta carrière comme dessinateur pour Babar Magazine. Bon, c'est pas ma carrière, mais ça a été un de mes premiers boulots. J'ai fait 2 numéros, je crois, de Babar Magazine, avant de comprendre que ça me saulait. Donc, auteur ou illustrateur ? Je faisais illustrateur, je dessinais Babar. J'ai fait des études de dessin et d'art plastique au départ. Donc, c'était un vrai. C'était un vrai. Vrai ou faux, ta petite amie s'appelle vraiment Prime Vert ? Non, c'est pas son vrai nom, mais Prime Vert existe. Et c'est quelqu'un avec qui, bien sûr, j'ai des rapports amoureux et ces conversations qui sont retranscrites sur scène sont réelles. Mais c'est quelqu'un qui existe vraiment, qui ne s'appelle pas Prime Vert. C'est le seul truc que j'ai inventé dans le spectacle. Elle ne porte pas de sarouel non plus. Ah si, elle a la panoplie complète vestimentaire. C'est une relation ambiguë mais qui est intéressante. Vrai ou faux, tu as écrit un ouvrage de survie qui s'intitule « Comment survivre sans les transports en commun ». C'est pas tout à fait vrai, mais j'ai écrit « Comment survivre dans les transports en commun » parce que des fois il y en a. Alors bon, les plus jeunes qui nous regardent ne savent pas, mais effectivement il fut un temps, en 2019, dans la dernière décennie, on avait un moyen de transport qui était véhiculé sur des rails. En fait, ça suivait c'est une espèce de route en fer, en fait, on peut pas s'en écarter. Et en fait, les gens montaient à plusieurs là-dedans, mais bon, on parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Là, on a l'update 2020, du coup, dans le titre que j'ai annoncé. Donc, je rappelle le titre de ton spectacle, Blanc et hétéro, à retrouver donc ici à l'Apollo Théâtre tous les mardis et mercredis. Un grand merci à toi. Merci Arnaud. à vous. Merci. Gros poutou. Gros poutou. Bisous d'ours. Polaire.